Cette gigantesque centrale solaire construite au fin fond du désert de l'Arizona fait partie du plus grand plan de sauvetage économique de l'histoire. While the cost of action will be great, I can assure you that the cost of inaction will be far greater. Face à une économie toujours vacillante, le gouvernement américain a décidé de mettre 750 milliards de dollars sur la table pour tenter de sortir le pays du marasme. Et le gouvernement britannique, même s'il est bien décidé à réduire les emprunts, dépense des milliards pour relancer la croissance. Est-ce vraiment la bonne solution? Après la crise de 2008, on dit aujourd'hui que le monde est à court d'argent. Or, plutôt que d'arrêter les frais, les gouvernements dépensent des sommes colossales dont ils ne disposent pas. C'est à n'y rien comprendre. En fait, tous s'inspirent des idées extraordinaires de cet homme, l'économiste britannique John Maynard Keynes. Pour faire court, il a changé le monde. C'est indéniablement l'un des plus grands hommes du XXe siècle et à bien des égards du XXIe siècle. Keynes pensait que le capitalisme était une idée brillante, mais que sans contrôle adéquat, il pouvait aussi avoir des conséquences désastreuses. Pour lui, c'est au gouvernement d'intervenir pour remettre l'économie sur les rails. C'était l'archétype du monsieur je sais tout de Whitehall, Westminster ou Cambridge. La pensée de Keynes n'a jamais semblé plus pertinente ou controversée qu'aujourd'hui. Car pour la première fois depuis les années 30, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes que ceux auxquels il a dû faire face à l'époque. Faillite bancaire, crise internationale, possibilité d'une longue récession. Dans notre saga sur les théoriciens de l'économie, vous allez découvrir la vie et les théories révolutionnaires de trois hommes aux idées radicalement différentes. Karl Marx, Friedrich Hayek et aujourd'hui, Keynes. Grâce à eux, nous sommes maintenant conscients de l'incroyable pouvoir de l'argent, du bien que les marchés et le capitalisme peuvent apporter, mais également des énormes dégâts qu'ils peuvent causer. Ces penseurs radicaux pourraient-ils nous permettre de comprendre le marasme dans lequel nous nous trouvons? Et surtout, leurs idées pourraient-elles nous aider à en sortir? Nous sommes dans les paisibles collines du nord-ouest de l'Angleterre. L'économie est à l'œuvre. Ces pilotes courent le rallye de Cumbria. Leur sponsor, une célèbre marque italienne de pneus, est l'un des bénéficiaires d'un fonds d'aide gouvernemental destiné à encourager la croissance et l'emploi dans la région, doté de plus de 2 milliards de livres. Et c'est surtout cet ancrage local de l'entreprise qu'ils veulent mettre en avant. Il s'agit de l'un des plus grands fabricants de pneus au monde. L'entreprise a des usines en Angleterre depuis près d'un siècle. Elle souhaite mettre en valeur le haut de gamme et renforcer la recherche et le développement. Mais l'entreprise manque d'argent. Cette fabrique est l'un des principaux employeurs de la ville de Carlisle. Elle compte près de 750 ouvriers qui produisent une dizaine de milliers de pneus par jour. Il y a peu, les employés craignaient que l'entreprise délocalise à l'étranger pour réduire les coûts de production. Une subvention gouvernementale de 2 millions de livres a convaincu le fabricant de pneus de plutôt investir au Royaume-Uni. Quand on investit massivement, les gens sont plus enclins à dépenser leur salaire, ce qui profite à l'économie locale. Et ça ne concerne pas uniquement les employés de la fabrique de pneus. Des centaines de fournisseurs et de prestataires dépendent de l'usine et tirent profit de l'augmentation des dépenses de l'entreprise qu'ils finissent par réinjecter dans l'économie locale. À première vue, on pourrait trouver curieux que le gouvernement renfloue une entreprise privée alors qu'il est si inquiet au sujet de la dette publique qui ne cesse d'augmenter et dépasse aujourd'hui les 1000 milliards de livres. Mais Keynes est très clair. Parfois, si on veut que le capitalisme aille dans notre sens, nous sommes obligés d'agir.
même si ça implique de dépenser de l'argent que nous n'avons pas. Selon Keynes, il est possible pour un gouvernement d'intervenir et d'améliorer la situation des marchés. Certains disent qu'il a sauvé le capitalisme des capitalistes. Mais pour les détracteurs de Keynes, ce sont les erreurs des gouvernements qui sont à la base du problème. Presque à chaque fois qu'une économie se retrouve fortement déséquilibrée, c'est à cause d'une erreur de politique. Pour Keynes, même en période d'instabilité économique, l'intervention du gouvernement peut s'avérer plus bénéfique que si on laissait l'économie se rétablir toute seule. Je ne suis pas très convaincu. Qu'il soit le sauveur de l'économie ou celui qui l'a menée à sa perte, Keynes fait toujours autant débat qu'il y a 80 ans. Ce sont les seules images où l'on voit Keynes parler. Il s'agit d'une émission sur l'économie et la façon de répartir les ressources de la planète. Mais pour Keynes, il ne s'agit pas de donner une simple leçon de science, mais de faire du monde un meilleur endroit. Quand on pense aux Anglais qui ont laissé leur empreinte sur le XXe siècle, le premier nom qui vient à l'esprit, c'est bien sûr celui de Winston Churchill. John Maynard Keynes n'est pas loin derrière. C'est dans cette maison de Londres que pendant des années, Keynes a élaboré des idées qui ont contribué à façonner certains des événements majeurs du siècle dernier. Sauver le capitalisme de la Grande Dépression, financer la guerre contre les nazis et bâtir un nouvel ordre économique d'après-guerre qui a ouvert la voie à des décennies de croissance et de prospérité. Il était respecté par tous ceux qui comptaient. Président, Premier ministre, tous écoutaient ce qu'il avait à dire. Bien que ce ne soit qu'après sa mort que tout le monde a véritablement commencé à suivre ses conseils. Je me suis inscrit à l'université en 1965. L'idée qui dominait le climat intellectuel de l'époque, pas uniquement en termes économiques, mais également politiques, c'était que Keynes avait résolu le problème économique. Vers la fin des années 60, la pensée de Keynes a imprégné le tissu économique de près de l'ensemble du monde occidental. Mais il s'avère que Keynes est impuissant face à la forte inflation des années 1970. Après cette période, sa popularité est en perte de vitesse et les idées de libre-échange commencent à gagner du terrain. Mais en 2008, lorsque le monde sombre dans la tourmente, Keynes est de retour. Ce sont les idées qui mobilisent le monde, à tous les niveaux, en bien comme en mal. Et selon moi, personne n'a jamais eu de meilleures idées que Keynes sur la façon de penser le capitalisme. Et si ça compte, alors lui, il compte. Quelles sont donc ces grandes idées qui ont dominé notre paysage économique pendant si longtemps? Et d'où viennent-elles? Keynes est né en 1883 pendant l'apogée de l'Empire britannique, dans une famille de classe moyenne. Ses parents l'envoient étudier à Eton et à Cambridge. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais à l'université, il commence à fréquenter un groupe peu conventionnel, le Bloomsbury Group. Le jeune homme passe la majeure partie de son temps ici, dans leur maison de campagne de Charleston, dans le Sussex. C'était une sorte de communauté réunissant des artistes, des écrivains et un économiste. Ils se considéraient comme des marginaux. Ils vivaient selon un concept plutôt indéfinissable, la bohème. Ils étaient très en avance sur leur temps. C'étaient des précurseurs en matière de comportement sexuel, de politique et dans les domaines esthétiques, artistiques et littéraires. Le Bloomsbury Group lui a permis de sortir des sentiers battus et de concevoir l'inconcevable. Le contact de tous les intellectuels lui a donné le courage de se jeter dans le vide, comme s'il avait des ailes.
Keynes a toujours baigné dans le monde de la culture, collectionnant les œuvres d'art, les livres et ouvrant même un théâtre à Cambridge. Ce n'est peut-être pas un hasard qu'un homme au centre d'intérêt si varié finisse par développer une école de pensée économique radicalement nouvelle, le keynésianisme, qui prône un contrôle de l'économie par le gouvernement. Les Grecs s'indignent contre l'austérité qui leur est imposée par leurs voisins européens. Cette situation semblerait sans doute familière à Keynes. Il a lui-même été témoin des ravages que peuvent causer certains gouvernements en imposant une politique économique à un pays en difficulté. Ça lui a permis de développer sa première grande idée. Dans un monde interconnecté, la politique du chacun pour soi est vouée à l'échec. Cette idée lui est inspirée par les horreurs de la Première Guerre mondiale. Fidèle à ses idéaux bohèmes, Keynes refuse de partir au front. Mais il accepte de mettre son génie économique au service du financement de la guerre en travaillant pour le Trésor britannique. À la fin de la guerre, Keynes réalise que la haine des vainqueurs pour les Allemands pourrait leur faire commettre une terrible erreur. La fin de la guerre 14-18 est marquée par une hostilité manifeste à l'égard de l'Allemagne. Ça avait été une guerre désastreuse en termes de pertes humaines, mais également d'un point de vue économique. Dans l'esprit des gens, il fallait que l'Allemagne paye. Au château de Versailles, lors de la ratification du traité du même nom, le Premier ministre britannique Lloyd George et ses alliés français et américains savourent leur victoire. Keynes fait partie de la délégation britannique. Contre son avis, l'Allemagne est astreinte à de lourdes réparations financières en compensation des dommages et des souffrances causées pendant la guerre. Comment l'Allemagne aurait-elle pu s'acquitter de cette dette? Pour créer de l'argent, de la richesse, il faut une économie en état de marche. On ne peut pas rembourser une dette à partir de rien. Keynes est tellement scandalisé qu'il démissionne et part trouver refuge à Charleston, où il rédige sa première œuvre majeure, Les conséquences économiques de la paix. Très vite, le livre devient un best-seller, même si certains diront que sa compassion pour le peuple allemand lui aurait valu la croix de fer. Le leitmotiv de Keynes, c'est que le traité de Versailles n'est pas seulement injuste, mais également stupide. Pour lui, mettre l'Allemagne à genoux constitue une menace pour le maintien de la paix en Europe et ne va sûrement pas contribuer à la prospérité, puisque le pays n'aura plus les moyens d'importer de produits britanniques et ainsi aider la Grande-Bretagne à se remettre de la guerre. C'est un argument qu'il défendra jusqu'à sa mort. Pour lui, nous sommes tous dans le même bateau. Le traité de Versailles a saigné à blanc l'une des plus grandes puissances européennes. Comme Keynes l'avait prédit, l'économie allemande sombre dans le chaos. La dette publique est tellement mirobolante que le pays est obligé d'émettre plus de monnaie, menant inexorablement à l'hyperinflation et à l'effondrement du mark. L'hyperinflation ne ravage pas uniquement l'économie, mais détruit également le tissu sociétal du pays, et avec lui, les espoirs du peuple allemand. Lorsque Keynes avait annoncé que le traité de Versailles mènerait droit à la catastrophe, même ses partisans pensaient qu'il exagérait. Mais ils finissent vite par changer d'avis. À peine 14 ans après la ratification du traité, Hitler arrive au pouvoir. La Seconde Guerre mondiale n'est plus très loin. Comme Keynes l'avait prédit, la dégradation des relations économiques a des conséquences catastrophiques. Keynes savait que les réparations financières étaient beaucoup trop lourdes, qu'elles seraient à l'origine du prochain conflit européen, et que les Alliés ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. Et il avait raison. Que penserait Keynes de l'Europe actuelle? Il verrait encore une fois les forts dicter leurs lois aux plus faibles. Sauf que cette fois-ci, les gouvernements puissants, notamment l'Allemagne elle-même, imposent des réductions budgétaires aux nations en crise, comme la Grèce en échange de plans de sauvetage.
À l'heure actuelle, la pensée dominante en Europe tend à répéter les mêmes erreurs qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, notamment en ce qui concerne la Grèce. À force d'imposer à un pays des objectifs intenables, ça va mal finir. Quand on observe ce qui se passe actuellement dans la zone euro, les émeutes en Grèce, les grèves généralisées en Espagne et au Portugal, on a l'impression que l'histoire ne nous a rien appris. Je pense qu'il aurait voulu qu'on consolide l'économie grecque pour que le pays puisse rembourser sa dette. Tant que le débiteur paye, le créancier est content. Mais quand un gros débiteur commence à rencontrer des difficultés, le créancier se retrouve lui aussi dans la panade parce qu'il peut dire adieu à son argent. Keynes aurait sans nul doute trouvé une solution à la crise que rencontrent les pays européens aujourd'hui. D'ailleurs, quelques années après la ratification du traité de Versailles, il dévoile un plan expliquant comment optimiser les relations économiques. Mais avant tout, il répond à une question plus basique. Comment diriger l'économie? Pour Keynes, si nous voulons dompter l'économie et nous en servir en notre faveur, nous devons avant tout comprendre comment elle fonctionne. Mais plus facile à dire qu'à faire. Keynes arrive à la conclusion que l'économie est imprévisible. Il remarque d'ailleurs que c'est souvent lorsque le futur de l'économie semble tout tracé que les désastres arrivent. Et l'histoire lui donne raison en 2008, lorsque le système financier mondial implose après l'une des plus longues périodes de croissance de l'histoire. Après coup, nombreux sont ceux qui prétendent l'avoir vu venir. Mais avant la crise, presque tous agissaient comme si le boom durerait éternellement. No return to Tory boom and bust. Trop présumer du futur de l'économie est une autre erreur contre laquelle Keynes nous a mis en garde il y a près de 80 ans. Parce qu'il s'est lui-même fait prendre au piège. À la fin de la Première Guerre mondiale, il quitte le Trésor et trouve refuge au King's College de Cambridge, son ancienne université. Il devient maître de conférences, puis intendant. C'est lui qui supervise les finances de l'université. Il porte un intérêt tout particulier aux probabilités, une branche des mathématiques qui tente de prédire le futur en se basant sur le passé. Quand il n'est pas en train d'écrire ou d'étudier, Keynes s'essaye au boursicotage. Il a besoin d'argent et pense que la spéculation est un bon moyen d'arriver à ses fins. Par ailleurs, c'est une excellente façon de tester sa théorie selon laquelle les probabilités et les statistiques peuvent permettre de prédire les variations du marché. Les résultats sont très mitigés. À ses débuts d'investisseur, Keynes s'asseyait dans son lit tous les matins et noircissait des pages et des pages de statistiques sur les devises, les actions, les obligations et les commodities. Quand il était sûr d'avoir déterminé dans quel sens le marché allait évoluer, il investissait. David Chambers, diplômé de l'université de Cambridge, a longuement étudié les stratégies d'investissement de Keynes. Il pensait que grâce à ses connaissances économiques et sa passion pour les chiffres et les statistiques, il était en mesure de définir le cycle économique et par conséquent de déterminer à quel moment il fallait investir et acheter des actions et à quel moment il fallait les échanger contre des liquidités ou des obligations, notamment des titres d'État. Mais malgré tous ces calculs savants, Keynes n'a pas senti la catastrophe arriver. Avant le krach de 1929, Wall Street ressemblait beaucoup à la fin de notre boom. Les actionnaires pensaient que les beaux jours ne finiraient jamais. Armés de tous les derniers modèles mathématiques, ils croient que rien ne peut arriver. C'est alors que la bulle éclate. Les marchés mondiaux s'effondrent et Keynes, ainsi que des millions d'autres, perdent de l'argent, marquant le début de la Grande Dépression. Il se rend à l'évidence, nul ne peut prédire l'avenir.
Il s'en est terriblement voulu de ne pas avoir vu arriver la Grande Dépression. Il en conclut que personne ne peut savoir avec certitude de quoi demain sera fait, et que les prévisions qui se révèlent exactes sont plus le fruit du hasard que de la réflexion. Il change alors de stratégie d'investissement et devient un homme riche. Contrairement à nous, il a retenu la leçon. L'économie est intrinsèquement incertaine et est faite de gens, pas de chiffres. Plus que n'importe qui d'autre, Keynes voulait que l'économie soit reconnue comme une science moderne, même si elle ne peut pas se réduire à une série d'équations et de prévisions infaillibles. Car il existe un facteur supplémentaire que les économistes devront toujours prendre en compte, la nature humaine. Puisqu'on ne peut pas prédire l'avenir, le seul moyen de comprendre ce qui se passe, c'est de s'en remettre à la masse. Si la masse évolue dans un certain sens, on est en droit de se dire qu'elle a raison. La masse achète. Pourquoi fait-elle ça? Moi aussi je dois acheter. Elle vend? Alors moi aussi. C'est un réflexe animal. On suit le troupeau. Dans tous les manuels d'économie, du temps de Keynes comme aujourd'hui, il est dit qu'en temps normal, plus une chose devient chère, moins les gens l'achètent et vice-versa. Mais en cas de bulle, c'est différent. Car un autre aspect de la nature humaine entre en jeu, et ça, Keynes l'a bien compris. En période de bulle, lorsque le cours d'une action ou d'un bien immobilier augmente, les gens achètent plus, pensant que leur investissement va continuer à prendre de la valeur. Et bien sûr, c'est le cas. Car tout le monde pense la même chose, seulement la bulle finit toujours par éclater. Les années qui ont précédé la crise, avions-nous oublié ce que Keynes nous avait enseigné sur la mentalité de troupeau, les bulles et le caractère incertain de l'économie? Les banquiers, les investisseurs et nous-mêmes, nous sommes-nous laissés aveugler par cette croissance que nous pensions éternelle? Dans la mesure où l'on a pris le temps d'évaluer les risques et les incertitudes, je pense que beaucoup de gens ont agi à la légère. Quand on n'a aucune idée de ce que l'on fait, il ne faut pas s'étonner que la situation vous explose à la figure. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La mise en garde de Keynes contre l'imprévisibilité du marché et son rejet de la politique du chacun pour soi sont tous deux issus de son expérience personnelle. Et l'arrivée de la Grande Dépression va donner naissance à l'une de ses plus grandes idées et ajouter un caractère urgent à son besoin de contrôler l'économie. Il réalise que le rétablissement du marché après un effondrement n'est pas automatique. Au début des années 30, le monde est plongé dans la morosité. Le nombre de chômeurs augmente et partout, des usines ferment. Mais Keynes, lui, coule des jours heureux. Il est devenu célèbre et a même réussi à choquer ses amis avant-gardistes du Bloomsbury Group en épousant une ballerine russe, alors qu'il n'avait jamais caché son homosexualité. Art, littérature, histoire d'amour, voilà à quoi se résume la vie pour Keynes. Mais contrairement à ses amis du Bloomsbury Group, qui ont tous hérité de leur fortune, il est bien conscient qu'un tel train de vie a un prix. Une société civilisée ne peut exister sans une économie en bonne santé. Et le lundi matin, lorsqu'il retourne à la réalité, Keynes voit bien que l'économie du pays est au plus mal. Le Royaume-Uni est en récession depuis plusieurs années. Les économistes classiques affirment que si les ouvriers acceptaient de réduire leur salaire, les hommes d'affaires pourraient investir à nouveau, créer de l'emploi et relancer l'économie. Mais Keynes n'est pas d'accord. Selon lui, ce qui empêche le pays de guérir, c'est le pessimisme, ou comme il le dit, le manque d'esprit animal. La théorie de Keynes, c'est qu'une économie de marché n'est pas capable de se stabiliser toute seule. Et en ce sens, une bonne disposition d'esprit est absolument primordiale. Car si les gens commencent soudainement à avoir peur de ne pas pouvoir vendre leurs produits dans le futur, faute de demande, et qu'ils décident par conséquent de stopper la production, on risque de tomber dans un piège dont il est extrêmement difficile de sortir. En réalisant que la récession pourrait durer indéfiniment, Keynes marque une rupture radicale avec la pensée conventionnelle.
D'après l'approche classique, l'économie va finir par se rétablir. Ce n'est qu'une question de temps. Mais pour Keynes, il suffit de regarder autour de soi pour s'apercevoir que la situation n'est pas près de s'améliorer. Et ce, pour une raison évidente. À chaque fois que quelqu'un perd son travail, il se retrouve avec moins d'argent à dépenser et réduit au chômage ceux qui produisaient ce qu'il ne peut plus acheter. C'est un véritable cercle vicieux. Keynes pense que le manque d'esprit animal du monde des affaires est en train de toucher l'ensemble de la population. En 1931, lors d'une allocution à la radio, il lance un appel urgent. The slump in trade and employment are as bad as the worst which have ever occurred. Activity and enterprise, both individually and nationally, must be the cure. Keynes nous a quittés il y a près de 70 ans. Mais ses théories sur la relance économique perdurent dans le désert d'Arizona. À Gila Bend, on construit la plus grande centrale solaire thermodynamique du monde. Le chantier s'étend sur plus de 9 km². Avec près d'1 million de miroirs, la centrale va emmagasiner assez d'énergie pour alimenter 70 000 foyers américains en énergie propre. Mais pour les habitants de cette région reculée, et pour John Maynard Keynes, la chose la plus importante que cette centrale crée, c'est de l'emploi. Ma femme et moi avons bien été 2 ans au chômage. Heureusement, jamais en même temps. Mais ça a été une très mauvaise passe. L'agence qui nous fournit la main-d'œuvre m'a dit qu'il recevait au moins 300 CV par jour. Il y a énormément de gens à la recherche d'un emploi. Et ceux qui en ont un ont vraiment beaucoup de chance. En réalité, cette centrale fait partie d'une gigantesque expérience keynésienne. Après la crise, le gouvernement américain a mis 750 milliards de dollars sur la table pour financer des projets comme celui-ci, afin de créer de l'emploi et relancer la croissance. En temps normal, les responsables du site auraient dû emprunter eux-mêmes les 1,5 milliard de dollars à la banque. Mais nous ne sommes pas en temps normal. À cause de la crise, nous avons dû nous tourner vers des sources de financement alternatives. Et bien sûr, étant donné le contexte, le programme fédéral de garantie de prêts mis en place par le gouvernement américain nous a beaucoup aidés. En fait, sans ce genre d'aide publique, cette centrale n'aurait jamais pu voir le jour. Aujourd'hui, nous sommes habitués à voir les gouvernements puiser dans leurs réserves d'argent pour relancer l'économie dans des environnements inhospitaliers où les institutions bancaires privées font grise mine. Mais du temps de Keynes, cette idée était bien plus controversée. Dans les années 1930, Keynes passe ses semaines à Londres dans le quartier de Bloomsbury. Il écrit d'innombrables articles et pamphlets expliquant que quelque chose peut et doit être fait pour mettre un terme à la Grande Dépression. Keynes pense qu'en temps normal, le meilleur moyen d'aider l'économie est de mettre en place une politique monétaire adéquate et de réduire les taux d'intérêt de façon à encourager les ménages à emprunter et dépenser, et les entreprises à investir. Mais dans un climat de grande morosité, cela ne suffit pas, car les entreprises ne voient pas l'intérêt de faire de nouveaux investissements. Et les ménages sont réticents à emprunter, quel que soit le niveau des taux d'intérêt. C'est pour cette raison que Keynes pense que le gouvernement doit mettre la machine en route en augmentant les dépenses publiques. Keynes suggère au gouvernement d'engager de la main-d'œuvre pour démolir South London et le reconstruire. Bien qu'il plaisante, il soulève un point important. Si l'État empruntait pour créer de l'emploi, les gens dépenseraient plus, la confiance serait restaurée et l'économie se rétablirait. Il ajoute qu'en choisissant le bon moment, les dépenses du gouvernement pourraient s'accompagner d'une hausse des recettes fiscales et donc s'équilibrer. Évidemment, il n'est pas facile de convaincre le Trésor d'emprunter lorsqu'on est en bas d'un cycle économique.
Néanmoins, ils ont besoin d'augmenter la demande. Et ce n'est qu'en suivant le conseil de Keynes qu'ils pourront y arriver. Il s'agit d'une vision un peu naïve. Je pense qu'il est très dangereux de tenter de sortir de la dépression en creusant encore plus le déficit budgétaire et en faisant comme si ça n'avait aucun effet indésirable sur d'autres variables économiques. Dans les années 30, la plupart des politiciens britanniques tournent le dos aux théories de Keynes. Pour eux, il est dangereux de trop emprunter. Keynes espère avoir plus de chance aux États-Unis. Après tout, il est célèbre des deux côtés de l'Atlantique et la situation en Amérique est désastreuse. Le produit national brut avait chuté de près de 70%. Le chômage atteignait 25%, voire 50% dans des villes comme Chicago et Détroit. Près de la moitié de la population était sans emploi. Pour faire face à la Grande Dépression, le président Hoover décide de réduire les dépenses et d'augmenter les taxes. Il espère qu'en équilibrant les comptes du pays, la confiance sera rétablie et les investissements reprendront. Argument repris par plusieurs hommes politiques aujourd'hui. Ça n'a pas marché. Jamais. Quand on réduit les dépenses du gouvernement pendant une récession ou une dépression, la demande diminue et le chômage augmente. C'est un cercle vicieux. Comment restaurer la confiance lorsque les entreprises vont mal et que le chômage augmente? C'est impossible. Le successeur de Hoover, Franklin Delano Roosevelt, a une approche différente. Encore une fois, ces arguments trouvent un écho aujourd'hui. Selon lui, c'est en augmentant les dépenses de l'État que le pays pourra sortir de la crise. This nation is asking for action and action now. Lorsque Keynes arrive aux États-Unis en 1934, il ignore s'il a réussi à convaincre le gouvernement américain avec ses idées. Mais le keynésianisme est déjà en marche. Le New Deal est un vaste programme de projets financés par le gouvernement, visant à redonner du travail aux chômeurs du pays. C'est resté le programme de relance économique keynésien par excellence. Et à l'époque, il n'y a pas de projet plus emblématique que celui-là. Le barrage Hoover. Construit sur le fleuve Colorado à la frontière entre le Nevada et l'Arizona, c'est à l'époque le plus grand projet de construction du monde. C'est un projet résolument keynésien. Le gouvernement a creusé le déficit pour financer la construction du barrage Hoover, ce qui a donné à une dizaine de milliers de personnes un emploi, une nouvelle vie et de l'argent à dépenser. Des milliers d'ouvriers affluent des quatre coins des États-Unis. Pendant 5 ans, ils creusent des kilomètres et des kilomètres de montagnes pour donner naissance à un gigantesque générateur qui fournit l'électricité à une bonne partie du pays. Ça a relancé l'économie. Les 165 millions de dollars d'investissement ont engendré une croissance de plusieurs milliards. Tout juste une dizaine de kilomètres, Boulder City, construite pour loger les ouvriers travaillant sur le barrage. Vous voyez toutes les maisons le long de ces avenues? Aujourd'hui, on appelle ça des dingbats. Ce sont des logements bâtis à la hâte pour accueillir les ouvriers pendant la construction du barrage. Mais comme ils sont restés ici après la fin des travaux, ce à quoi personne ne s'attendait, ces dingbats sont toujours habités. Roger Schauf est le directeur de l'hôtel de la ville. Pour lui, Boulder City est la preuve qu'en période de dépression, les dépenses de l'État peuvent relancer la consommation et les investissements et ainsi avoir un effet positif sur l'économie. C'est ce que Keynes appelle l'effet multiplicateur. À la fin de la deuxième année, ils vivaient dans une ville, vraie ville, avec tout ce qu'il faut.
Des magasins, des restaurants, des infrastructures médicales, des lieux de loisirs, et tout ça en moins de 2 ans. Les opposants aux théories de Keynes sur les dépenses publiques disent souvent que les bénéfices sont brefs et les coûts permanents. Mais Boulder City a réussi à s'implanter et à prospérer. Ceux qui y habitent encore affirment que sans le New Deal, l'endroit serait resté un désert. Si le barrage Hoover a profité de la région, il serait illusoire de croire que le New Deal a mis fin à la Grande Dépression. Il faudra une guerre mondiale et toutes les dépenses de l'État qui vont avec pour finalement sortir l'économie du marasme. On peut se demander si une guerre était vraiment le meilleur moyen de mettre les arguments de Keynes à l'épreuve. Mais il se trouve que depuis, dès qu'ils sont confrontés à une urgence, les gouvernements se tournent vers le keynésianisme. Et la crise de 2008 est la plus grande urgence à laquelle nous ayons eu à faire face depuis longtemps. Quand le système financier mondial s'est effondré, tout le monde a craint l'arrivée d'une nouvelle grande dépression. Les gouvernements prenaient le libre marché depuis des années. Mais face à ce désastre économique, ils décident de se tourner à nouveau vers le keynésianisme. C'est une réponse dans la pure tradition keynésienne. Lorsque les particuliers et les entreprises arrêtent de dépenser de l'argent, si le gouvernement se met lui aussi à réduire ses dépenses, l'économie s'effondre. Le but de la manœuvre est de restaurer la confiance, ou l'esprit animal, en facilitant l'emprunt et en encourageant les investissements et la consommation. En 2009, alors que l'économie mondiale est toujours chancelante, les grands dirigeants se réunissent à Londres pour mettre au point un plan de sauvetage keynésien à l'échelle planétaire. This is the day that the world came together to fight back against the global recession. Pour moi, l'effondrement du commerce mondial, dont le volume a chuté de plus de 15% en 6 mois entre fin 2008 et le printemps 2009, est difficilement imputable à autre chose qu'à un incroyable pessimisme et une perte totale de confiance. Le climat s'est un peu amélioré en 2009, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Même ce gigantesque plan de sauvetage de 2009 n'est pas tout à fait ce qu'il semble être. Quoi qu'en dise Gordon Brown, le plan de relance du Royaume-Uni est l'un des plus faibles, car le pays emprunte déjà plus qu'aucune autre économie avancée. Donc même un Premier ministre keynésien comme Gordon Brown ne pense pas que le pays puisse emprunter plus d'argent. Son successeur, lui, pense qu'il faut réduire les emprunts. Après Brown, le Royaume-Uni élit un Premier ministre qui est en désaccord avec Keynes sur un point fondamental. Some of the normal things that governments can do to deal with a normal recession, like borrowing to cut taxes or increasing spending, these things won't work because they lead to more debt, which would make the crisis worse. The only way out of a debt crisis is to deal with your debts. À mon avis, Keynes aurait formulé les choses un peu différemment. Je pense qu'à un certain point, il aurait accepté de revenir à un budget plus équilibré. Surtout si on ne veut pas que les générations futures croulent sous nos dettes. Ce que je trouve incroyable, c'est que des pays qui ont le choix, comme le Royaume-Uni, décident volontairement d'adopter une politique d'austérité, alors qu'on sait très bien ce qui va arriver. Affaiblissement de l'économie, hausse du chômage et énormément de souffrances inutiles. Ce débat fait rage des deux côtés de l'Atlantique. En Arizona, le vaste programme de dépenses publiques qui a donné naissance à cette centrale solaire et créé des milliers d'emplois n'a pas suffi à guérir l'économie américaine. Peut-être que le remède n'a pas fonctionné parce que la dose était trop faible. Ou peut-être que la montagne de dettes sous laquelle croulent la plupart des pays occidentaux tend à prouver que les politiques keynésiennes de relance économique mènent à l'impasse. La situation actuelle est absolument inédite. Peut-être que nous allons nous en sortir, mais très peu de pays ont déjà connu un déficit aussi élevé. Toutes les mesures, qu'elles soient publiques ou privées, comportent des risques. Vers la fin des années 40, Keynes a le vent en poupe. Son théâtre de Cambridge marche bien.
il réintègre le Trésor, où il participe à la réflexion sur le financement de la Seconde Guerre mondiale, et ses livres sont salués comme de véritables chefs-d'œuvre. Mais il lui reste une dernière théorie à explorer, qui aura un impact profond sur le monde. Les idées de Keynes pour relancer l'économie ont fait leurs preuves. Mais vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a l'occasion de laisser son empreinte sur la planète entière. Dans un monde de plus en plus intégré, il est plus convaincu que jamais que les pays ont besoin d'institutions pour assurer leur unité et promouvoir leur coopération. Le désastre d'après 14-18 ne doit jamais se reproduire. En 1944, Keynes entreprend son plus important voyage aux États-Unis. Sa destination ? Bretton Woods, dans le New Hampshire. Il rejoint des délégués venant de plus de 40 pays différents afin de poser les jalons d'une nouvelle économie mondiale d'après-guerre. Ils voulaient reconstruire le système financier qui avait été détruit, pas uniquement par la guerre, mais également par la Grande Dépression. Keynes pense que le chaos économique des années 1920 et 1930 est largement responsable de la guerre. Les pays s'étaient focalisés sur leur propre sort, sans vraiment prêter attention à ce qui se passait autour d'eux. Le monde a payé un lourd tribut à ce manque de coopération. Les dirigeants britanniques et américains étaient résolus à tout faire pour que ça ne se reproduise jamais et pour rétablir l'économie mondiale. Ils ne pouvaient pas se permettre de revivre le genre de crise économique qu'ils avaient traversé parce qu'ils savaient qu'une nouvelle guerre mondiale serait au-dessus de leurs moyens. Des délégués du monde entier se réunissent ici, au Mount Washington Hotel. Partout ailleurs, les combats font encore rage. Une fois la guerre terminée, Keynes sait que pour que l'économie mondiale prospère, les pays doivent commencer à collaborer plus étroitement. Lors de la conférence, seules 2 délégations comptent vraiment, l'équipe britannique de Keynes et les Américains. Toutes 2 s'accordent sur la nécessité d'un contrôle des devises visant à empêcher les trop grands écarts de fluctuation entre les pays. Elles décident également de créer des institutions qui deviendront plus tard la Banque mondiale et le Fonds monétaire international afin d'encourager le commerce et la croissance des économies les plus pauvres. À l'issue de cette conférence, les États ont reconnu que le seul moyen de résoudre leurs problèmes macroéconomiques, c'était de collaborer. On ne peut plus faire cavalier seul. On a beau être une île d'un point de vue géographique, économiquement, ce n'est pas le cas. Mais Keynes échoue sur un point crucial. Les États-Unis maintiennent que les riches pays exportateurs comme eux ne devraient pas être obligés de dépenser plus et de moins exporter pour équilibrer la balance commerciale internationale. Selon eux, c'est aux pays faibles, avec un fort déficit commercial, de se serrer la ceinture. Keynes, lui, pense que l'effort doit venir des 2 côtés. Et si tout le monde l'avait écouté lors de cette conférence de Bretton Woods, le monde serait en bien meilleur état aujourd'hui. Cette vieille tour de télévision est-allemande est un symbole de la réunification. Mais ces derniers temps, le sentiment d'unité européenne fait défaut. Le gouvernement allemand veut imposer aux pays de la zone euro en difficulté des mesures très strictes afin de rétablir leur économie. Les pays plus riches ont accepté de leur venir en aide en leur octroyant des prêts considérables. Mais pour Keynes, ça n'aurait sûrement pas suffi. Keynes pensait que pour que l'économie mondiale fonctionne, l'effort devait venir des 2 côtés. Les pays faibles qui ont accumulé de grosses dettes auprès du reste du monde doivent devenir plus compétitifs et trouver un moyen de combler leurs déficits. Mais les riches exportateurs doivent eux aussi retrousser leurs manches en acceptant d'importer davantage et de réduire leurs exportations afin de devenir un peu moins compétitifs. En Allemagne, cette idée ne passe pas du tout. La plupart des gens trouveraient insensé de demander à l'Allemagne de réduire ses exportations pour devenir moins compétitive et ne verraient pas l'intérêt d'affaiblir le pays alors que d'autres le sont déjà bien assez. Eh bien, ces gens-là ont tort. En Allemagne, il y a du mouvement dans les rues. Les ventes nationales de voitures sont en hausse.
Mais les exportations sont toujours au cœur de la politique économique du pays. Et les exportations de voitures ont augmenté de près d'un tiers au cours des 2 dernières années. Les consommateurs allemands ont dépensé plus, mais pas assez pour permettre aux pays en difficulté comme la Grèce d'exporter de manière significative. Demander aux ménages allemands de mettre la main à la poche, d'arrêter de jouer les grippe-sous, est une approche très populaire. Mais elle est vouée à l'échec, parce que les gens diront qu'avec leurs revenus, ils n'en ont pas les moyens. Et c'est vrai, au cours des dernières années, les salaires ont très peu augmenté. C'est pour ça qu'il faut augmenter les salaires. Plus ils sont élevés, plus les gens sont enclins à dépenser. La consommation allemande serait bien plus forte que dans le passé, et ça nous aiderait. Les souvenirs de l'hyperinflation sont encore très présents en Allemagne. Peu nombreux sont ceux qui veulent risquer de mettre en péril leur stabilité économique durement gagnée pour venir en aide à un voisin européen plus faible. À l'échelle mondiale, les clivages entre pays sont encore plus visibles. Les dirigeants prétendent adhérer à la vision keynésienne d'une économie mondiale véritablement coordonnée, où les forts travaillent main dans la main avec les faibles dans l'intérêt de tous. Mais de là à mettre les conseils de Keynes en application, il y a tout un monde. Évidemment, ce serait formidable d'avoir de meilleures institutions transnationales. Et Keynes était un précurseur dans le domaine. Il y croyait beaucoup. Par ailleurs, je pense que pour rétablir le système financier international, ce serait très utile. Peut-être que quelqu'un avec le même magnétisme et la même carrure que Keynes pourrait réussir à faire bouger les choses. Mais les hommes comme lui se font rares. Keynes a laissé un incroyable héritage. Il n'a pas uniquement révolutionné l'économie, il a changé la vie de milliards de personnes aux 4 coins de la planète. La ville de Cumbria doit beaucoup à Keynes. Grâce à l'intervention du gouvernement, la fabrique de pneus va pouvoir rester ouverte et continuer à créer de nombreux emplois. Sur la scène politique, peu nombreux sont ceux qui remettent en question le message principal de Keynes, qui dit que l'économie ne peut pas se réguler toute seule. Keynes fut un élément dominant du XXe siècle et à mon avis, il le restera au XXIe siècle. Je pense qu'on se souviendra de lui comme l'un des plus grands économistes que le monde ait jamais connu. Il y a 80 ans, la construction de ce barrage a atténué la Grande Dépression. Aujourd'hui, puisque les gouvernements empruntent à des taux défiant toute concurrence, on pourrait penser que les investissements du type New Deal sont aussi importants que dans les années 30. Mais étant donné l'ampleur de la dette publique, de nouveaux emprunts ne sont peut-être pas la solution miracle. La solution keynésienne par excellence, creuser le déficit, emprunter de l'argent et dépenser, 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 doit être manipulée avec précaution. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le but de la manœuvre, c'est se débarrasser de sa dette. C'est un travail de longue haleine. On ne peut pas régler le problème juste en claquant des doigts. Il n'y a pas de remède miracle. Et qu'en est-il de la dernière grande idée de Keynes, qui dit que nous sommes tous dans le même bateau? Depuis Bretton Woods, le monde a accepté, à contre-cœur, de coopérer pour prospérer. Mais nous avons bien du mal à tenir nos bonnes résolutions. Il serait inquiet. Il serait très inquiet de l'augmentation des inégalités dans le monde. Il aurait peur qu'on en revienne à la politique du chacun pour soi. Il nous mettrait sans nul doute en garde contre une éventuelle guerre régionale et ses dangers. Il aurait très peur que les circonstances qui ont conduit à la Première Guerre, puis à la Deuxième Guerre mondiale, ne soient lentement en train de se dessiner devant nous à nouveau. Peut-être que la meilleure chose que Keynes puisse faire pour nous aujourd'hui, comme le pensent ses partisans, c'est de nous transmettre les 2 traits de caractère qui lui ont servi de moteur toute sa vie. L'imagination et l'optimisme. Il a accepté d'examiner ses problèmes de fond comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. Le plus grand héritage qu'il nous ait laissé, c'est sa foi inébranlable en l'humanité, sa conviction profonde que le gouvernement et la société peuvent se consacrer et venir en aide aux moins fortunés et à ceux qui ont besoin d'eux. En 1946, Keynes succombe à une crise cardiaque dans son cher Sussex. À
tout juste 62 ans, il a laissé un héritage qui a changé le monde. Mais une énigme subsiste. Il pensait que nous devions essayer de dompter le pouvoir de l'argent pour l'utiliser à notre avantage. Mais nous a également enseigné que l'économie était fondamentalement imprévisible. C'est une contradiction à laquelle nous nous heurtons encore aujourd'hui.